Bon, nous allons commencer ce webinaire. Je voulais déjà vous souhaiter à toutes et à toutes une bienvenue. Ça fait quelques semaines que nous sommes envahis de webinaires. Ça veut bien dire que la profession sait communiquer, du moins les dentistes savent communiquer avec les autres. Il n'est malheureusement pas sûr que les dentistes savent suffisamment communiquer envers le grand public. Je voulais avant tout remercier OrthoPartner, Charlie Elkoubi et toute son équipe d'avoir bien voulu organiser ce webinaire avec le sujet que je leur ai proposé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente brièvement. J'exerce depuis 40 ans. Ça fait 30 ans que j'ai un exercice limité à la parodontie, à la chirurgie buccale et à la chirurgie implantaire. Parmi les différents sujets que j'apprécie beaucoup, le domaine des relations paro-ortho est un thème de prédilection. Et donc, dans le cadre de ce vaste domaine que sont les relations paro-ortho, aujourd'hui, je voulais aborder un élément plus spécifique. Il me semble indispensable de préciser qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt avec OrthoPartner et que cette entreprise qui vend des fournitures orthodontiques n'a fait qu'organiser ce webinaire qui a lieu aujourd'hui. Donc mon propos est de parler plus particulièrement aujourd'hui de la chirurgie parodontale d'exposition des dents incluses, et cela au service de l'orthodontie. Donc, dans le cadre de mon exercice privé, libéral, au cours des 10 années écoulées, entre janvier 2010 et janvier 2019, j'ai exposé, comme vous le voyez sur le tableau, 1048 dents incluses. Et ces 1048 dents incluses se répartissent essentiellement, et pour à peu près 75% des cas, par des canines maxillaires. Viennent ensuite dans un peloton relativement serré, l'incisive centrale maxillaire, puis la canine mandibulaire, et enfin la deuxième prémolaire mandibulaire. Alors, quelques chiffres, rassurez-vous, je ne vais pas vous noyer de données. Parmi les 772 canines maxillaires, vous voyez que l'âge moyen des patients est de 15 ans et 3 mois, mais que ça s'échelonne entre 7 ans 10 mois et 50 ans et 7 mois. 60% de ces canines maxillaires sont en situation vestibulaire et 40% sont en situation palatine. La répartition des sexes, comme vous le voyez, 60% c'est chez les personnes de sexe féminin et 40% de sexe masculin. Alors, je voulais rappeler ici, je sais que certains qui sont en train de suivre ce webinaire vont penser que c'est une redite, mais il est malheureusement nécessaire de le répéter. Pour enfoncer un clou, il faut parfois lui taper plusieurs fois sur la tête. Et donc, je vous rappelle que le parodonte, c'est 4 tissus. 2 tissus non calcifiés, la gencive et le desmodonte, et 2 tissus calcifiés, le sément et l'os. Et l'objectif de cette chirurgie parodontale d'exposition d'une dent incluse, ça va être de permettre à l'orthodontiste de mettre en place sur l'arcade la dent et l'intégralité du parodonte, c'est-à-dire les 4 tissus qui composent ce parodonte. C'est une véritable chirurgie parodontale, car comme vous le verrez, on va d'une part manipuler les tissus mous, parfois enlever un petit peu de tissu dur, mais aussi intégrer des dessins de lambeaux qu'on utilise au quotidien dans un exercice de parodontie. Cette petite demoiselle se présente au cabinet accompagnée de ses parents et on explique aux parents et à la demoiselle qu'il va falloir faire une intervention légère pour exposer une partie de la dent. Et l'objectif de cette chirurgie, en l'occurrence, ça va être de translater cette bande de gencive kératinisée présente au niveau de la crête où cette canine aurait dû faire son apparition
légèrement apicalement à la couronne pour exposer une partie de la couronne et permettre ensuite à l'orthodontiste de déplacer la dent. Les parents tardent, les parents traînent, et les voilà à une nouvelle consultation 3 mois après, et on voit que la dent a fait son éruption, entourée de muqueuse alvéolaire. Il manque un des éléments des structures parodontales, en l'occurrence la gencive kératinisée adhérente. Alors, quels sont les prérequis avant d'envisager cette intervention? On va d'abord chercher à localiser la dent, et il ne faut pas hésiter à mettre les doigts dans la bouche du patient pour chercher une bosse palatine ou éventuellement la couronne de l'incisive latérale propulsée en direction vestibulaire et donc la racine de cette même incisive latérale propulsée du côté palatin, car la couronne de la canine peut être située en vestibulaire de cette incisive latérale. On appelle ça le signe du vilain petit canard aussi. On va faire une radiographie panoramique pour confirmer l'inclusion de la canine, car une canine peut être agénésique même si c'est vraiment très très rare. Aujourd'hui, avec l'imagerie, et dans certaines situations où la palpation ne permet pas de préciser la localisation exacte de la couronne, on va faire appel à l'imagerie 2D et aux reconstructions 3D avec des cônes BIM ou des scanners, ce qui permet d'aller directement à l'endroit où la couronne est située et de ne pas avoir un geste chirurgical hésitant. Aujourd'hui, les incidences dites morduo-occlusales, il faut les oublier. D'abord parce que bon nombre de radiologues étaient assez incapables de les réaliser efficacement. Et puis face à la précision de l'imagerie 2D et des reconstructions 3D, il est évident que c'est le code BIM aujourd'hui qui est l'examen radiographique à privilégier. On discutera sur la technique ouverte ou la technique fermée. La photo du haut, technique fermée, la photo du bas, technique ouverte. Dans bon nombre de situations, je vais coller un ancrage. Peu importe la colle qui va être choisie, dans tous les catalogues de vente par correspondance, vous allez trouver des colles orthodontiques. Quant à réaliser un collage orthodontique, à partir du moment où vous savez faire un composite, vous savez faire un collage orthodontique. J'ai mis sur la photo en bas à droite trois procédés qui permettent d'exercer une traction sur la canine. En bas, c'est une chaînette. Au milieu, c'est une ligature métallique qui est reliée à un anneau. Et en haut, c'est une ligature métallique à anneau qui est reliée à un bouton. Dans mon exercice, ce que vous voyez en haut de la photo, c'est ce qui est réalisé au cabinet. On n'achète pas ce système d'ancrage auprès des fournisseurs. Et je considère que c'est le moyen de coller dans toutes les directions. Très rapidement, si vous utilisez la chaînette en bas et que vous prenez avec la pince la chaînette à son extrémité, le bouton métallique va systématiquement pendre vers le bas. Or, quand on veut coller une canine palatine et que le patient est en décubitus, on cherche plutôt à coller vers le haut. La chaînette métallique avec des anneaux reliés à un anneau métallique, ce que vous voyez au milieu, si on prend avec la pince à l'extrémité de la ligature, puisqu'il s'agit d'un anneau, l'anneau va systématiquement se déplacer vers le bas. Par contre, l'élément qui est réalisé au cabinet, on peut l'orienter dans toutes les directions. On peut mettre une angulation entre la zone qui va être à coller sur l'intrado du bouton métallique et la ligature métallique elle-même. À partir du moment où j'ai décidé de coller, j'exerce une traction immédiate, la plupart du temps, avec un élastique. Et comme j'ai un exercice où les patients me sont envoyés par des correspondants, il y a systématiquement un courrier avec une description de la localisation de la couronne de la dent et éventuellement plusieurs photos cliniques qui permettent à l'orthodontiste de savoir exactement où est située la dent. D'autant plus que si on utilise une technique fermée, lorsque l'orthodontiste va revoir le patient, il ne verra pas la dent incluse. Je ne réalise jamais de mobilisation. Je sais que certains praticiens dans les courriers me demandent de mobiliser la dent pour savoir si elle va éventuellement se déplacer. Il m'arrive parfois
de réaliser une luxation des deuxièmes molaires mandibulaires pour les aider à atteindre plus facilement le plan occlusal. Je voudrais très rapidement aborder le problème de l'ankylose. Robert Garcia, qui est orthodontiste temps plein à Garancières, a écrit un article concernant la canine maxillaire, et il nous rappelle que si, lorsqu'on parle d'une image, on utilise le terme de pixel, lorsqu'on parle d'un volume, on utilise le terme de voxel, et vous voyez quelle est la valeur d'un voxel. Or, cette valeur, qui est de 0,036 mm3, est gigantesque par rapport à la taille d'une cellule. Or, si une ou quelques cellules ne jouent pas leur rôle au niveau du desmodonte, la dent ne se déplacera pas, alors que l'imagerie ne montrera aucune ankylose, aucune résorption, aucune interruption dans l'espace desmodontal. Donc bien sûr, il y a des situations où c'est flagrant, comme ici, où on observe qu'il y a une résorption interne et une communication entre l'os et cette résorption. Donc la mobilisation orthodontique de cette dent est totalement impossible. Vous voyez Kylian, il vient à la première consultation et l'orthodontiste décide d'extraire les deux incisives latérales qui avaient certainement une forme relativement faible, des dents naines, des dents en grainerie, pour favoriser la mise en place des canines. Ça n'est pas le lieu de discuter de l'indication, d'ailleurs je n'ai aucune compétence orthodontique, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que la 23, elle commence à descendre, alors que la 13 ne bouge pas. Et si on regarde bien précisément, c'est plus facile sur la dernière radiographie panoramique, vous pouvez constater qu'il y a une résorption de cette canine. Donc sur la première radiographie panoramique, ça n'est pas évident, il y a plusieurs dents qui viennent se superposer au niveau de l'imagerie, mais si on regarde précisément, on constate qu'il y a une ankylose résorption et cette dent ne descendra jamais. On va maintenant aborder les différentes techniques chirurgicales. Concernant la canine palatine, le principal risque, c'est un risque hémorragique, parce que ces canines vont se situer sur le trajet de l'artère palatine descendante. Grosso modo, dans cette région qui est figurée ici par cette zone colorée en bleu. Alors la gestion du risque hémorragique, elle va se faire au cours de l'intervention. Si on constate au cours de cette intervention que ça saigne de manière abondante, il y a différentes stratégies. On peut utiliser un thermocotère, on peut utiliser un laser dans sa fonction de coagulation. On peut aussi réaliser des sutures un petit peu plus en distal sur le trajet de l'artère palatine descendante. Ces sutures devront être profondes et on va multiplier les sutures. Et au fur et à mesure qu'on va serrer ces sutures, on va comprimer l'artère palatine afin de gérer cet éventuel risque hémorragique. Concernant la canine palatine, il y a aussi une discussion qu'on retrouve au travers de la littérature sur technique ouverte ou technique fermée. En 2004, il y a un grand nom de l'orthodontie mondiale, Vincent Kokish, décédé il y a maintenant 4 ou 5 ans, qui a écrit un article, et dans cet article, il montre que lorsque l'on réalise l'exposition chirurgicale d'une canine palatine, on soulève un lambeau de pleine épaisseur, on accède à l'os et on enlève une partie de l'os qui entoure la couronne. Et avant de rabattre le lambeau, on va réaliser une operculisation de ce lambeau, on referme le lambeau et on ne met aucune attache orthodontique sur cette canine. Vincent Kokish observe que dans les semaines qui suivent l'intervention, la canine va changer son axe d'éruption et donc continuer cette éruption pour atteindre le plan occlusal, ce qui, dans un deuxième temps, va permettre à l'orthodontiste de mettre en place cette canine dans le couloir parodontal. Alors, dans les données de la bibliothèque Cochrane, il y a une revue de la littérature qui a été faite en 2008, une revue systématique de la littérature, et comme trop souvent, quand chez Cochrane on ne trouve pas de preuves, eh bien on a tendance à botter en touche. Et donc ici, les conclusions de cette étude sont qu'il n'y a pas de preuve de supériorité d'une technique par rapport à l'autre, et que le choix de la technique est donc laissé à l'appréciation du chirurgien ou de l'orthodontiste. Il y a un mot qui manque dans cette phrase, c'est la notion de patient, la notion du nombre d'interventions qu'on va parfois être obligé à réaliser sur le patient. Dans cet article qui est paru dans Dentoscope, Jérôme Wanono
Et le docteur Zeytoun, avec lequel il collabore pour réaliser l'exposition chirurgicale des canines maxillaires, ils ont écrit cet article, et dans l'article, on trouve ce tableau comparatif entre la technique ouverte et la technique fermée. Je considère aujourd'hui qu'à chaque fois qu'il est possible de le faire, il faudra privilégier la technique ouverte, et vous le verrez, entre autres, tout à l'heure dans l'arbre de décision que je vais vous proposer. Des études, là aussi relativement récentes, cherchent à comparer les suites post-opératoires avec la technique ouverte et la technique fermée. Il n'y a pas de différence majeure concernant les suites post-opératoires à partir du moment où on parle d'une canine. Par contre, les auteurs mettent en évidence des différences en termes de suites post-opératoires, essentiellement au niveau des sensibilités, lorsque le patient présente 2 canines palatines. Alors maintenant, comment on aborde cette canine palatine? Vous voyez ce petit garçon qui vient à la consultation envoyée par son orthodontiste. Il présente 2 canines incluses, la 13 est palatine et la 23 est vestibulaire. Donc, on va aborder la technique chirurgicale du côté palatin. La canine se situe dans cette région, et donc après avoir fait une infiltration anesthésique, il va y avoir une incision qui va permettre de soulever un lambeau de pleine épaisseur pour accéder à la surface osseuse. Ensuite, on va pouvoir éliminer une partie de l'os qui se situe sur le trajet de la canine, et avant de rabattre le lambeau, on va réaliser l'operculisation. Nous voilà à la fin de l'intervention. Vous voyez qu'il y a des sutures périphériques autour de l'operculisation, un petit peu comme quand on fait les coutures au niveau d'un revers d'un pantalon. Et l'objectif, en fin de compte, c'est d'une part de freiner la migration épithéliale par-dessus cette zone exposée, et d'autre part, de contrôler l'hémostase. Aucun pansement parodontal n'est mis en place. Et nous voilà 7 semaines après. La dent, d'une part, a fait son éruption, mais d'autre part, comme vous pouvez le constater, elle a totalement réorienté son axe. Et à partir de ce stade-là, il est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple à l'orthodontiste, bien sûr, de coller un système de traction quel qu'il soit. Voilà Victoria, elle a 9 ans. Elle a 2 canines incluses, la 13 est palatine, la 23 est vestibulaire. On va regarder plus précisément la chirurgie qui a été réalisée sur la 13. Et donc toujours la même chose, un lambeau de pleine épaisseur, donc une incision jusqu'au contact osseux. On décolle en gardant le décolleur au niveau du contact osseux. On élimine une partie de l'os qui est autour de la couronne, et dans la direction idéale de l'éruption, et avant de rabattre le lambeau, une operculisation, puis une suture en surjet autour du trou qui a été fait dans la muqueuse palatine. Nous voilà à 2 semaines. Ça ne se referme pas. Ce que vous voyez, ce n'est pas le début d'une réépithélialisation, mais ce sont des débris alimentaires, des cellules desquamées. Et nous voici, quelques semaines après, la dent a fait son éruption, elle a réorienté son axe d'éruption, elle s'est éloignée des dents adjacentes, car une des craintes qu'ont les orthodontistes, c'est de voir, au cours de la traction orthodontique, la canine entraîner une résorption au niveau de l'incisive latérale, éventuellement au niveau de l'incisive centrale. Ce qui permet ensuite à l'orthodontiste de guider la dent vers le couloir parodontal. Il faut noter que si le remaniement osseux se fait relativement aisément, le remaniement gingival ne suit pas le même rythme. Et à un certain moment, lorsque la canine n'est pas très loin de sa position définitive dans le couloir parodontal, on peut observer la persistance sur la face vestibulaire de cette canine d'une zone de gencive qui va nécessiter un petit geste chirurgical, juste une gingivectomie, pour d'une part exposer, du moins faciliter le déplacement dans la position définitive, et surtout permettre à l'orthodontiste de coller l'attache adaptée à la dent, ici en l'occurrence une canine. Donc coller l'attache destinée à une canine avec les informations qu'elle peut contenir. Vous voyez, ça c'est la photo de fin de traitement où on observe d'une part la 13 qui était palatine et d'autre part la 23 qui était vestibulaire, et dont l'exposition a été réalisée lors de la même intervention, lors de la même séance. Donc, comme vous l'avez vu,
le remaniement de la gencive ne se fait pas au même rythme que le remaniement osseux, et il est parfois nécessaire d'avoir un geste chirurgical au fur et à mesure que la dent se rapproche du couloir parodontal, plastie gingivale, pour ensuite permettre à l'orthodontiste, dans un deuxième temps, sur ce cas, d'enlever l'anneau qui avait été collé lors de l'exposition chirurgicale et de permettre à l'orthodontiste de coller l'attache de son choix. Toujours la même chose, la même situation, le même contexte qui permet ensuite à l'orthodontiste de mettre la dent à sa place. Alors, concernant les canines palatines, on colle où on peut. Il y a des endroits, il y a des situations où il est plus facile de coller en vestibulaire, mais il y a d'autres situations où il est beaucoup plus aisé de coller en palatin. Alors, c'est sûr que coller en vestibulaire, lorsque le traitement lui-même est réalisé avec des attaches vestibulaires, est peut-être plus aisé pour l'orthodontiste pour mettre la dent en place, mais il y a des situations où l'accès à la phase vestibulaire est vraiment très compliqué. Alors, dans certaines situations, j'ai des orthodontistes qui me demandent de coller une mini-vis pour exercer une traction dans une certaine direction et permettre à la dent de s'éloigner des dents adjacentes. Mais comme vous l'avez vu au travers de l'étude de Vincent Coquiche, exposer la dent, ne rien coller sur la dent et permettre à la dent de faire son éruption spontanée facilite grandement la tâche pour coller dans un second temps l'attache orthodontique et d'autre part pour s'éloigner des dents adjacentes. Il y a une proposition qui a été faite dans la littérature où, pour éviter que cette fenêtre ne se referme, un verre ionomère est collé sur la surface de la couronne de la canine palatine exposée. Et ce verre ionomère va légèrement affleurer la muqueuse palatine. Et au fur et à mesure que la dent va faire son exposition, ce verre ionomère va être éliminé va être réduit du moins, jusqu'à être éliminé lorsque la dent aura fait complètement son apparition et qu'il sera possible d'enlever la totalité du verre ionomère. On va maintenant aborder la canine vestibulaire basse. Et c'est ici qu'on va appliquer des techniques de chirurgie parodontale. Il faut d'abord intégrer la notion de gencive kératinisée adhérente et donc préciser où est située la ligne de jonction mucogingivale. Puisqu'une gingivectomie, c'est un geste de soustraction, on va enlever une partie de la gencive. On va garder au moins 2 mm de gencive kératinisée lorsqu'on va éliminer une partie de la gencive qui recouvre la couronne, ce qui permet de coller immédiatement une attache, ici un anneau, relié à l'arc par un élastique. On aurait aussi pu ne rien coller, la dent aurait continué légèrement son éruption et lors du prochain rendez-vous chez l'orthodontiste, il aurait certainement pu coller l'attache de son choix. Donc ici, on a 2 canines, bien évidemment, elles sont faites toutes les deux lors de la même séance, le même geste. D'abord, l'évaluation de la gencive, la localisation de la ligne mucogingivale, le respect de 2 mm avant de réaliser l'exposition puis le collage. Lorsque la hauteur de gencive kératinisée est relativement faible, comme ici sur ce cas, et après avoir localisé la jonction mucogingivale, le geste chirurgical va avoir comme objectif de déplacer une bande de gencive. Et donc l'incision horizontale va être légèrement déplacée en palatin pour retrouver une bande de gencive suffisante. 2 incisions verticales. On part en pleine épaisseur, puis en épaisseur partielle, et des incisions vont être positionnées pour assurer le lambeau, ce qui va permettre ensuite à l'orthodontiste de déplacer la dent avec les structures parodontales. Ici, on a une autre situation, toujours un décalage de l'incision horizontale légèrement sur la muqueuse palatine, 2 incisions verticales, des sutures pour assurer le lambeau et le collage d'un anneau. Et la dent qui est maintenant située sur l'arcade. Vous constatez qu'il existe un petit décalage, des toutes petites brides cicatricielles qui résultent de ces 2 incisions verticales. Lorsque le traitement orthodontique est lingual, eh bien, on va essayer, pour satisfaire la patiente, de coller l'attachant lingual, mais ce n'est pas toujours évident. Ici, en l'occurrence, une incision légèrement décalée du côté palatin. Vous voyez qu'on a aménagé la gencive marginale au niveau de l'incive centrale. On part en pleine épaisseur, puis en épaisseur partielle. Le lambeau est
suturé en position légèrement palatine, et un anneau est collé et relié à l'arc orthodontique, ce qui permet ensuite à l'orthodontiste de mettre en place la dent sur l'arcade avec une bande de gencive kératinisée, adhérente. Dans certaines situations, la couronne de la canine est située en vestibulaire de l'incisive latérale. Et donc là aussi, on va appliquer des dessins de lambeaux qui dérivent des techniques de chirurgie parodontale pour recouvrir des récessions gingivales avec des lambeaux déplacés latéralement. Donc on va déplacer un lambeau pédiculé qui va conserver la bande de gencive kératinisée qui existe au niveau de la crête édentée, là où la canine aurait dû se situer, et le sens, l'orientation des incisions verticales va permettre au lambeau de se déplacer sans traction. Ce ne sont pas les sutures qui vont exercer des tractions, c'est le dessin du lambeau qui va permettre au lambeau de venir se positionner très simplement par-dessus la face vestibulaire de la canine et de coller une attache. Donc c'est un lambeau pédiculé. Quand la canine est vestibulaire haute, vous voyez Mélanie qui vient pour l'intervention, elle a 10 ans et 2 mois. Vous voyez qu'elle est située très haute, juste sous le sinus, juste sous les fosses nasales. Et donc la première intervention va avoir comme objectif de coller une attache avec la ligature métallique. Ce système va être lié à l'arc paranélastique et le lambeau va être suturé dans sa position initiale. Donc on va faire une technique fermée. Car aller faire une technique ouverte et faire un lambeau déplacé apicalement et suturé sur la face vestibulaire de cette canine, c'est aller flirter avec les fosses nasales, c'est aller flirter avec le fond du vestibule. Autant dire que c'est quasiment impossible. Le challenge aussi, après, à l'orthodontiste, qui est donné à l'orthodontiste, c'est de tracter la canine à l'aveugle derrière le rideau muqueux. Et donc, il va falloir qu'il surveille cette canine comme le lait sur le feu, car à aucun moment, cette canine ne doit faire son apparition dans la muqueuse alvéolaire. Donc, lorsque la canine est suffisamment descendue et que le dernier anneau de la ligature métallique a été atteint, à ce moment-là, on va exposer la dent. Donc, la première attache, le bouton métallique a été collé sur la face palatine de la canine, car il était totalement illusoire de pouvoir atteindre la face vestibulaire de la canine. Et nous voilà 1 an après, ça a pris du temps, il faut être patient, nous voilà 1 an après, où une technique ouverte avec un lambeau déplacé apicalement a été réalisée. On voit toujours la ligature, on voit le bouton, et à la fin de l'intervention, ligature et bouton ont été supprimés, et on a laissé la dent évoluer spontanément, ce qui ensuite a permis à l'orthodontiste de coller une attache. Voilà Mélanie à la fin de son traitement orthodontique et la radio panoramique quelque temps avant que les attaches orthodontiques aient été déposées. Voilà Solène. Elle a 2 canines incluses, maxillaires, vestibulaires, qui sont situées sous les sinus, comme vous pouvez le voir, et la stratégie va être exactement la même. Lors de la première intervention, on va accéder aux couronnes, donc on décolle un lambeau de pleine épaisseur, on enlève éventuellement la cuticule osseuse qui peut exister sur la face vestibulaire des 2 canines, et on va coller les boutons métalliques avec les ligatures à anneaux, reliés à l'arc orthodontique, et les 2 lambeaux sont positionnés et suturés dans leur position initiale. Ici, le pari est le même. L'orthodontiste va tirer les 2 canines à l'aveugle derrière le rideau muqueux. Et lorsque ces canines sont suffisamment descendues et que le dernier anneau a été atteint par l'orthodontiste, à ce moment-là, un lambeau de pleine épaisseur, puis d'épaisseur partielle, déplacé apicalement, va permettre d'exposer tout ou partie des couronnes des canines, de retrouver une bande de gencive kératinisée, adhérente, ce qui va permettre ensuite à l'orthodontiste de déplacer les dents avec toutes les structures parodontales. Je vous rappelle que la gencive kératinisée adhérente, un des 4 tissus des structures parodontales. Et si cette canine avait fait son apparition dans la muqueuse alvéolaire,
il aurait manqué un des éléments essentiels, qui est la gencive kératinisée adhérente. Donc les dents se déplaçant avec le parodonte, puisque le parodonte est intact, du moins a été reconstruit, et que les 4 composants sont présents, la dent se déplace avec le parodonte, ce qui permet ensuite à l'orthodontiste de terminer son traitement. Je voulais ici vous montrer une technique un petit peu atypique et qui a été mise au point par un orthodontiste, Daniel Chiles. Cet orthodontiste exerce à Belfort et c'est un orthodontiste qui sort de sa zone de confort puisqu'il n'hésite pas à utiliser une seringue à anesthésie et une lame de bistouri et un décolleur. Si vous voulez avoir des informations plus précises, je vous invite à aller voir son site internet et vous aurez à disposition les PDF de tous les articles qu'il a écrits sur cette technique très particulière mais très intéressante. Il a développé une technique avec un ancrage squelettique. Il ne s'agit pas de mini-vis d'ancrage comme les utilisent les orthodontistes au quotidien et qui sont vissés dans l'os alvéolaire. Il s'agit de micro-vis d'ancrage qui font 5 mm de long et 2 mm de diamètre. Grosso modo, ce sont les micro-vis qu'utilisent les chirurgiens maxillofaciaux pour stabiliser les plaques d'ostéosynthèse. Et donc, ça va permettre d'avoir des ancrages non plus dans l'os alvéolaire, mais des ancrages squelettiques, comme vous le voyez ici sur le schéma à gauche. Et ces ancrages vont pouvoir être mis dans la symphyse alvéolaire, au niveau de l'os sous les fosses nasales, au niveau de la ligne oblique externe et au niveau de l'apophyse zygomatique, au niveau du maxillaire supérieur. Et ces micro-vis vont permettre de stabiliser des perches dans du fil orthodontique de diamètre relativement important et d'exercer une traction pour déplacer des dents incluses. Ici, vous allez avoir une illustration. Colombe, elle a 18 ans. Sa maman et elle viennent de découvrir qu'elle a une canine incluse. Personne ne leur avait fait la remarque. On peut imaginer que Colombe était déjà allé consulter des dentistes. Il lui restait pourtant une dent temporaire sur l'arcade, mais un des derniers praticiens qu'elle est allée voir lui annonce qu'il y a une canine incluse. Et donc, lors de la même séance, au niveau de l'apophyse zygomatique de l'os malaire, cette perche va être stabilisée par 2 microvis. La canine va avoir une exposition chirurgicale, donc je colle un bouton avec une ligature métallique. Vous voyez la perche ici qui est neutre, pour ainsi dire, et la perche qui est reliée à l'attache orthodontique avec la ligature qui, elle, sort de la gencive. Et donc là aussi, le pari pour l'orthodontiste, c'est de déplacer la canine au fur et à mesure, à l'aveugle, derrière le rideau muqueux. Nous voilà quelques mois après le collage du fil métallique et du bouton métallique. La dent est suffisamment descendue. Entre-temps, elle a été équipée avec un appareil orthodontique en lingual. Et lors d'une deuxième intervention, je vais exposer la canine, l'embout déplacé apicalement, pour retrouver une bande de gencive kératinisée adhérente au niveau de la canine, ce qui permet ensuite à l'orthodontiste de mettre en place la dent avec toutes les structures parodontales. Alors, je voulais vous proposer un arbre de décision. Et donc, si la canine est palatine et qu'on utilise la technique fermée, c'est-à-dire on soulève un lambeau, on enlève une partie de l'os autour de la couronne, on colle un bouton avec une ligature métallique à anneau, et cette ligature, on la fait traverser la muqueuse palatine, sans faire d'operculisation. On constate que la dent va se déplacer, mais qu'il arrive assez souvent qu'au bout d'un certain temps, on constate une voussure au niveau de la muqueuse palatine, comme si la canine voulait perforer la muqueuse palatine, mais qu'elle n'arrive pas à passer au travers. Et qu'il est donc parfois nécessaire de faire une deuxième chirurgie, qui est donc cette operculisation pour permettre à la canine de faire son apparition dans la cavité buccale. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, dans certaines situations, on peut être amené à réaliser une légère gingivectomie sur la face vestibulaire de la canine pour permettre à l'orthodontiste d'accéder à cette face vestibulaire et de coller l'attache avec les informations nécessaires à la mise en place d'une canine. Par contre, si on utilise la technique ouverte, donc
on soulève le lambeau, on colle l'attache, et avant de refermer le lambeau, on fait une operculisation. À ce moment-là, on n'a pas besoin de cette deuxième chirurgie d'operculisation, et dans certaines situations, une deuxième chirurgie peut être nécessaire. Donc, même si les conclusions des études Cochrane montrent qu'il n'y a pas de différence en termes de mise en place de la canine palatine sur l'arcade, il semble évident qu'une technique ouverte va permettre de réduire le nombre de chirurgies, soit à une intervention, soit à 2 interventions si la gingivectomie est nécessaire sur la face vestibulaire. Concernant la canine maxillaire vestibulaire, lorsqu'elle est basse et qu'il y a suffisamment de gencives adhérentes, on fait une gingivectomie. Lorsqu'elle est basse et qu'il n'y a pas assez de gencives adhérentes, on fait un lambeau positionné apicalement ou positionné latéralement, lorsque la couronne de la canine est par exemple située sur la face vestibulaire de l'incive latérale. Enfin, lorsque la canine vestibulaire est haute, on fait une première intervention, technique fermée, dont l'objectif est de coller un ancrage, bouton métallique, bouton à coller, ligature métallique à anneau. Et lorsque la dent est suffisamment descendue, et surtout en évitant que la dent fasse son apparition dans la muqueuse alvéolaire, on peut être amené à faire une deuxième chirurgie technique ouverte avec un lambeau déplacé apicalement pour exposer la couronne et permettre à l'orthodontiste de finaliser la mise en place de la dent. Je voulais maintenant rapidement aborder d'autres dents. Rassurez-vous, on ne va pas passer en revue toute la denture. La canine mandibulaire, sachez qu'il y a une personne qui passera à la postérité grâce à cette classification. Et vous voyez la répartition. Personnellement, je n'ai déjà vu que des classes 1 et des classes 2. Je n'ai jamais observé les 3, les 4 et les 5. Lorsque la réflexion est exactement la même à la mandibule qu'au maxillaire. Ici, vous voyez un patient avec 3 canines incluses, juste sous-gingivales, et donc, bien évidemment, lors de la même séance, on va faire 3 interventions, 2 gingivectomies à la mandibule et un lambeau déplacé apicalement pour exposer une partie de la couronne et permettre ainsi à l'orthodontiste de déplacer les dents. Ici, vous voyez cette 43 qui est incluse, un type 1 de la classification que je vous ai montré au préalable. Et donc le challenge ici va être, lors de la même intervention, d'une part d'exposer la dent et d'autre part de retrouver une bande de gencive kératinisée en vestibulaire de cette canine. Donc ici, c'est un lambeau pédiculé, déplacé latéralement, où on a inclus la bande de gencive kératinisée présente au niveau du site où la canine aurait dû faire son apparition. Donc on a un déplacement apical et un déplacement latéral. Et là aussi, c'est essentiellement le jeu des incisions et non pas les sutures qui vont permettre le positionnement de ce lambeau sur la face vestibulaire de la canine. Dans la même séance, toujours la même chose, on colle un bouton métallique, une ligature qui est reliée à l'arc, et ensuite, c'est à l'orthodontiste de faire pourquoi il a été formé, c'est-à-dire de mettre en place la dent avec ses structures parodontales. Il y a une bande de gencive kératinisée, ce qui permet en fin de traitement de nous retrouver dans cette situation. J'ai proposé la suppression de cette bride cicatricielle qui résulte du geste chirurgical que j'ai réalisé. Prémolaire mandibulaire, hein, vous avez vu, souvent la deuxième. Bon, ici, en l'occurrence, les deuxièmes prémolaires mandibulaires sont agénésiques, mais ce sont les premières. Et donc, la réflexion est toujours la même. Quantité de gencive. Ici, en l'occurrence, on a fait un lambeau déplacé apicalement en translatant une partie de la gencive kératinisée qui était située sur la face occlusale de la prémolaire. Même chose, même geste, associé à une légère ostéotomie pour enlever une partie de l'os qui recouvrait la face vestibulaire. Et le lambeau a été déplacé légèrement apicalement, ce qui a permis, en l'occurrence ici, de coller seulement un anneau qui est relié à l'arc orthodontique par un bouton. À situation assez classique, hein, d'une 35 incluse, légèrement horizontale. Et donc la même chose, on accède à la face accessible. Je ne sais pas systématiquement si c'est la face vestibulaire ou la face linguale de la dent, mais ça permet ensuite à l'orthodontiste de tracter tranquillement la dent pour la remettre à sa place sur l'arcade.
Et puis, il y a des situations où on essaye et où on tente. On dit classiquement que lorsqu'une dent incluse vient au contact de la corticale basale de la mandibule, il est totalement impossible de la déplacer. On a malgré tout tenté. Le collage a été relativement difficile puisque la canine est située est positionnée en direction linguale et qu'il persiste en plus une partie de la dent temporaire. Mais bon, on a réussi à coller et l'orthodontiste, au fur et à mesure, exerce une force pour déplacer la dent. Regardez ce cas d'une deuxième molaire mandibulaire, où vous voyez que la 47 est incluse. La 48 est absente, alors que les 3 autres germes des dents de sagesse sont présents, mais il y a un kyste qui est situé en distal de cette 47. Alors l'imagerie nous montre la situation de cette 47. On a presque l'impression que le canal dentaire passe entre les racines de cette 47. Et donc la stratégie va être la même, la dent est profonde, la dent est basse, et donc on va d'abord faire une technique fermée, puis dans un deuxième temps, si c'est nécessaire, une technique ouverte lorsque la dent aura parcouru suffisamment de trajet. Et donc voilà l'intervention. Lors de la même intervention, j'accède à la phase vestibulaire de la 47. Je colle un bouton métallique avec une ligature à anneau qui est reliée à la bague qui est mise en place sur la 46. Le kyste situé en distal de la 47 a été éliminé, a été envoyé à l'anatomopathologie qui a conclu qu'il s'agissait d'un kyste bénin. Et le lambeau est refermé, mais pas complètement au niveau du kyste. On va garder une operculisation pour permettre à la nature de remplir le défaut osseux par la technique de la marsupialisation. Nous voilà à la fin de l'intervention. Nous voilà quelques mois après. Vous voyez que la dent est fortement remontée, qu'elle est maintenant proche du plan occlusal. Et à ce moment-là, l'orthodontiste me renvoie la patiente pour exposer la dent. Donc, lambeau déplacé apicalement, où on conserve une partie de la gencive kératinisée située sur la face occlusale de cette 47, ce qui permet enfin à l'orthodontiste de mettre en place la dent sur l'arcade avec tous les tissus du parodonte, toutes les composantes du parodonte. Voilà une radio de contrôle qui permet de montrer qu'on a une reconstitution ad intégrum du parodonte, l'espace desmodontal qui est visible sur la radiographie panoramique, l'os, mais aussi au niveau clinique, dans la cavité buccale, la gencive adhérente présente sur la face vestibulaire de cette canine. Voilà Colin, 6 ans plus tard, il vient pour l'extraction des dents de sagesse. Et donc la radiographie panoramique permet de confirmer qu'on a une reconstitution ad intégrum du parodonte autour de cette 47 qui a été mise en place sur l'arcade. Alors les 7 mandibulaires, elles aiment bien aussi de temps à autre se coucher. Vous voyez ici qu'elles sont approximativement à 45 degrés par rapport à leur axe normal. Parfois, elles sont même complètement horizontales, mais ça n'est pas une situation qui est un obstacle à la mise en place de ces dents sur l'arcade. Et plusieurs stratégies peuvent être envisagées. Ici, en l'occurrence, lors de la même intervention, les germes des 2 dents de sagesse ont été extraits et sur chaque deuxième molaire mandibulaire, j'ai collé un bouton métallique avec une ligature à anneau, ce qui a permis ensuite à l'orthodontiste de redresser les dents. Vous voyez que la 37 traîne un petit peu par rapport à la 47, mais au fur et à mesure du temps, cette 7 a été redressée brillamment, ce qui a permis à l'orthodontiste de mettre en place les 2 molaires sur l'arcade avec les structures parodontales. Et ici, un autre cas, mais qui n'est pas encore terminé, où j'ai utilisé cette technique qui a donc été montrée par le docteur Chiles de Belfort, avec 2 petits sectoriels, pour ainsi dire. On voit les microvis d'ancrage qui sont vissés dans l'os de la branche montante, des coups durs qui permettent d'activer ces 2 petits sectoriels, le collage d'un anneau sur chaque dent, et les sectoriels sont reliés aux anneaux par des élastiques
ce qui permet à l'orthodontiste, au fur et à mesure, de redresser l'axe de ses molaires. C'est en cours, mais pour le moment, le cas n'est pas terminé. La 47 est déjà dans une position verticale et la 37, elle aussi, traînaille un petit peu, mais ne devrait pas tarder à faire son apparition. Je vais maintenant aborder l'incisive centrale maxillaire. Lucie, elle a 13 ans et son incisive n'est pas apparue. Alors, une des explications, en l'occurrence, c'est la présence d'un odontome dont il faut préciser la position. Et c'est le cone-beam qui nous permet de préciser que cet odontome est situé sur la face palatine de la canine. Alors, je sais que certains auraient dit on enlève l'odontome et on laisse la nature faire les choses. Personnellement, je préfère profiter d'une anesthésie pour faire le maximum de choses dans la même séance. Et donc ici, en l'occurrence, l'odontome a été éliminé, mais un système d'ancrage, bouton métallique, ligature métallique à anneau, a été collé sur la face vestibulaire de la canine, de l'incisive centrale, pardon, ce qui a permis, dans un deuxième temps, à l'orthodontiste de mettre en place la dent sur l'arcade. Alors, ce que vous pouvez constater dès à présent, c'est qu'on a un décalage au niveau des lignes, au niveau de la gencive marginale, mais il n'y a pas de récession gingivale puisque la surface radiculaire de la 21 n'est pas exposée. Ce décalage est très simple à expliquer. Au niveau de la 11, vous avez une couronne clinique dans la bouche d'une gamine de 13 ans. Et sur la 21, vous avez la couronne anatomique dans la bouche d'une gamine de 13 ans. Et ce que l'on sait, c'est qu'au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de la maturation, vous voyez déjà que ça s'est fortement amélioré, et qu'il est possible d'attendre encore pour obtenir le niveau des gencives marginales équivalent sur la 11 ou sur la 21. Et si, par hasard, ça n'était pas atteint, il est possible de faire un petit geste chirurgical, éventuellement une légère gingivectomie, pour réaligner les collets. Mais il ne faut pas avoir peur d'attendre, parce qu'avec la croissance et la maturation parodontale, nous savons que les couronnes cliniques vont s'allonger. Vous voyez cette situation de deuxième molaire maxillaire, fortement incliné en distal. On devine les germes des dents de sagesse. Et donc, lors de la même intervention, au niveau des deux deuxièmes molaires maxillaires, boutons métalliques, ligatures métalliques à anneaux vont être collés, reliés à l'arc orthodontique, ce qui permet ensuite à l'orthodontiste de mettre en place la dent sur l'arcade. Je voulais maintenant passer un petit florilège de ce qui, à mon avis, ne doit pas être fait. Vous voyez cette 23 qui est en situation très haute et vestibulaire. Donc, c'est un cas de transfert. Les parents du gamin déménagent à Paris et donc une de mes correspondantes hérite de ce cas et m'envoie ce cas. Alors, la stratégie, sur le principe, n'était peut-être pas une mauvaise stratégie, c'est-à-dire de coller deux bagues, un arc palatin, et à partir d'une des bagues, de mettre une perche pour essayer de faire descendre cette canine. Mais c'est le geste chirurgical qui n'a pas été adapté. La canine est située dans une position très haute, et la stratégie chirurgicale aurait dû se faire en deux temps. Donc, soulever un lambeau de pleine épaisseur, coller un bouton, une ligature métallique, refermer le lambeau dans sa position initiale, tracter la dent derrière le rideau muqueux, puis lorsque la dent est suffisamment basse, exposer la dent par un lambeau déplacé apicalement avec une technique ouverte. Donc, comment gérer cette situation? Eh bien, déjà, on fait un gros ménage, on enlève toute cette muqueuse alvéolaire qui est hyperplasique, une réaction inflammatoire. Aller demander à une personne, que ce soit un enfant ou un adulte, d'aller brosser au fond de vestibule, c'est certainement très compliqué. Et puis, il va falloir retrouver une bande de gencive. Donc, je vais réaliser une greffe épithélo-conjonctive. Et plutôt que d'aller la prendre au niveau du palais, puisque le site pour la mise en place de la canine est déjà préparé, j'ai pris une bande de gencive kératinisée qui déborde légèrement du côté palatin, mais qui emporte aussi toute la gencive kératinisée située sur le sommet de la crête. Et cette greffe épithélo-conjonctive a été suturée apicalement à la couronne. Les sutures ne sont pas si évidentes à réaliser, toujours la même chose parce qu'on est au fond de vestibule et que ce n'est pas toujours facile de faire tourner l'aiguille au fond du vestibule. On a une latitude qui est relativement restreinte pour réaliser ces sutures. Et donc, puisque à nouveau,
toutes les structures parodontales sont présentes, la dent entraîne le parodonte avec elle, et on se retrouve dans cette situation où on a cette bande de gencive kératinisée. Ici, il s'agit aussi d'un cas de transfert. Mon correspondant, Jean-Marc Belaïch, m'envoie des photos du cas. Je n'ai jamais vu la patiente. Et donc, vous voyez qu'il y a deux canines. La 13 est en position médiane basse, et la 23 est en situation un petit peu plus haute. Au moment de la consultation, si j'avais eu à traiter ce cas, j'aurais peut-être fait une gingivectomie si la 13 était suffisamment descendue, ou alors un lambeau déplacé apicalement. Quant à la 23, j'aurais certainement utilisé une stratégie en deux temps, technique fermée d'abord, et lorsque la 23 serait suffisamment descendue, technique ouverte pour retrouver une bande de gencive. Mais voilà la situation dans laquelle se trouve le patient lors de la consultation chez l'orthodontiste. Donc, une partie des couronnes de 13 et 23 ont été exposées. Je ne sais pas trop avec quelle technique. Est-ce que ça a été avec une lame froide? Est-ce que ça a été avec un laser, un chalumeau? J'en sais rien. Et donc, la question de l'orthodontiste, c'est qu'est-ce que je dois faire? Je lui dis, moi, je ne peux pas refermer ces sites. Donc, déplace les dents. Et voilà des photos intermédiaires. Vous pouvez apprécier la mauvaise qualité du parodonte. Ce n'est pas dû au traitement orthodontique, c'est dû à l'erreur du geste chirurgical. On n'a quasiment pas, d'une part, de gencives adhérentes sur la 13 et la 23. On a certainement des déhiscences osseuses sur ces 13 et 23. On a l'impression de voir en transparence des tissus mous, les surfaces radiculaires, du moins le volume radiculaire. Et donc voilà les dents qui sont descendues. Voilà les dents qui sont proches de la fin du traitement d'orthodontie. Et vous voyez une quasi-absence de gencive kératinisée adhérente qui est réduite à sa plus simple expression, entre 1/2 et 1 millimètre. Nous voilà à la fin du traitement, toujours avec une hauteur de gencive kératinisée adhérente relativement faible. Et l'orthodontiste a tout fait pour exercer un torque en direction linguale des racines des canines et pouvoir les rentrer en partie dans le couloir parodontal. Mais on peut imaginer qu'il existe des déhiscences osseuses sur ces dents. Je reviens juste sur le cas précédent. C'est l'illustration parfaite de déplacer une dent avec son parodonte et déplacer une dent au travers du parodonte. Ce cas que je viens de vous montrer, c'est l'illustration parfaite de je déplace une dent au travers du parodonte. Puisque les 4 structures du parodonte ne sont pas présentes en même temps, l'os n'est pas descendu avec la dent. Ne pas tirer dans la bonne direction. Je n'ai pas réalisé le geste chirurgical d'exposition, mais ma consoeur orthodontiste m'envoie ce cas en me demandant qu'est-ce que je peux faire. La traction a été exercée avec une composante vestibulaire trop importante et la dent a fait son apparition dans la muqueuse alvéolaire. Donc, comment gérer cette situation? On analyse la situation, on voit qu'il y a une bande de gencive kératinisée présente en vestibulaire de la zone où la canine aurait dû faire son apparition. Et donc, il va y avoir un lambeau déplacé apicalement, avec un trajet en incision mésiale un peu en Z, que l'on voit ici, pour contourner la partie de la couronne exposée. L'objectif de ce geste chirurgical, c'est de retrouver une bande de gencive kératinisée adhérente, ce qui permet ensuite à l'orthodontiste de mettre en place la dent avec les structures parodontales. Négliger la deuxième chirurgie lorsqu'une dent est en position, lorsqu'une canine maxillaire ou une autre dent est en situation haute. Ici, c'est une canine maxillaire. J'ai réalisé le premier temps chirurgical, donc une technique fermée parce que la canine était située haute au fond du vestibule, mais la dent a fait son apparition dans la muqueuse alvéolaire, ce qui ne semblait pas trop gêner la consoeur. Mais vous voyez que cette 23
et maintenant sur l'arcade avec une absence totale de gencives kératinisées adhérentes. Et il va donc falloir gérer dans un deuxième temps cette situation, certainement par une greffe épithélo-conjonctive, donc 2 sites chirurgicaux. Le site receveur, mais aussi le site donneur, qui en l'occurrence sera un site palatin. Vous voyez cette 21, qui était relativement haute, et plutôt avec une composante horizontale, vestibulaire. L'orthodontiste a tiré sur la dent fait son apparition dans la muqueuse. En plus de la différence des hauteurs de couronne clinique, mais je vous ai parlé de cette situation qui se corrige avec le temps, ce que vous constatez surtout, c'est que sur la 21, il y a une quasi-absence de gencives adhérentes. On a l'impression de voir en transparence de la muqueuse alvéolaire le volume, peut-être la racine, peut-être qu'il y a une déhiscence osseuse, mais en tout cas, c'est une dent dont le parodonte n'est pas entier, n'est pas complet. Même remarque pour cette canine mandibulaire qui a été mise en place, mais qui fait son apparition dans la muqueuse et non pas dans la gencive. Laser et dents incluses. Je n'ai aucune expérience sur le laser, mais c'est certainement un outil très intéressant pour ce genre de geste. Par contre, ici, il a été totalement dévastateur, puisque vous voyez que le laser a détruit l'intégralité de la gencive kératinisée adhérente qui était située en vestibulaire de cette 13. Il eût été certainement très simple, et encore avec le laser, d'exposer une petite partie de la pointe de la canine, d'exposer une petite partie de la surface vestibulaire de la canine, en ménageant les 2 mm de gencive adhérente, et éventuellement, dans la même séance, de coller un anneau relié à l'arc orthodontique. Vous voyez ce petit jeune homme qui vient avec une incisive centrale incluse, en vestibulaire. 100% des incisives centrales maxillaires que j'ai eu à exposer sont vestibulaires. Et donc ici, c'est un lambeau déplacé apicalement, le collage d'un anneau qui est relié à l'arc orthodontique. Et l'orthodontiste m'appelle un petit peu effrayé en me disant la gencive est toujours rouge autour de la dent, qu'est-ce que je fais? Donc je lui demande de m'envoyer une photo que vous voyez. Et ce que vous constatez, c'est que le gamin a un relativement bon contrôle de plaque, mais qu'on a une zone pseudo-inflammatoire en vestibulaire de cette incisive centrale. Ce que vous voyez, ce n'est pas une réaction inflammatoire à la présence de la plaque. Ce que vous voyez, c'est la face interne du sillon gingivo-dentaire. C'est la partie non kératinisée du repli gingival, du sillon gingivo-dentaire. L'orthodontiste tire trop fortement sur la dent, et pour ainsi dire, ce sillon gingivo-dentaire s'est déplié, et ce que vous voyez, c'est la face interne de la gencive au niveau du sillon gingivo-dentaire. Donc je lui ai demandé de stopper sa traction, d'inciter l'enfant à brosser, ce qui a permis la kératinisation, et dans un deuxième temps, la mise en place de la dent avec ses structures parodontales. Alors, en conclusion, et concernant les canines, toutes ne sont pas encore en place, puisque bon nombre de ces traitements orthodontiques, pour les plus récents, bien évidemment, ne sont pas terminés, mais sur les 638 dents qui sont mises sur l'arcade, du moins qu'on a tenté de mettre en place sur l'arcade, 12 seulement n'ont pas bougé. Donc, vous voyez qu'il y a un ratio très, très important en faveur de la mise en place des canines maxillaires incluses, et que lorsque vous voyez en consultation un gamin accompagné de ses parents, vous pouvez sans problème annoncer aux parents que, grosso modo, dans moins d'une dent sur 10, nous n'arrivons pas à la mettre en place. Ça veut dire que, grosso modo, 9 dents sur 10 ou 99 dents sur 100 vont être mises en place sur l'arcade. Mais il faut toujours annoncer aux parents qu'il est possible, dans certaines situations, et qu'on ne peut pas toujours donner une réponse ferme et définitive, il est possible que certaines de ces dents ne puissent pas être mises en place sur l'arcade, même si l'imagerie ne montre aucune image d'ankylose résorption, et même si, à la percussion, au moment de la mise en charge de la dent, au moment de l'exposition chirurgicale de la dent, on n'a pas un son mat qui signe l'ankylose d'une dent.
5 décollements, ce qui est relativement faible. Alors concernant les décollements, en fin de compte, c'est comme lorsqu'on fait un composite, il faut respecter le protocole de collage. Je sais que l'ADDA organise à travers la France des ateliers sur le collage. Et la plupart des praticiens qui participent à ces ateliers sur le collage constatent qu'il y a des protocoles et qu'il faut respecter les temps. Respecter les temps d'attaque par l'acide, respecter les temps de mise en place de l'agent d'adhésion, de sa photopolymérisation pour réduire au maximum le taux de décollement. Parce qu'obtenir un décollement lorsque la dent est déjà sur l'arcade, bon, ce n'est pas un problème, l'orthodontiste va pouvoir recoller. Mais lorsque vous avez un décollement alors que vous avez utilisé une technique fermée et que la dent n'est pas encore sur l'arcade, ça signifie une deuxième chirurgie. Et je m'aperçois que j'ai oublié un S à décollement. Donc je pars du principe qu'on donne sa chance à chaque dent, sauf bien évidemment si le trajet que la dent va devoir suivre est totalement impossible parce que la dent va traverser ou devrait traverser des dents sur son trajet, ou lorsque l'imagerie, et essentiellement le cone beam, montre une évidence ankylose résorption avec l'os qui pénètre à l'intérieur de la dent. Et quand la dent ne bouge pas, comment on peut essayer de gérer cette situation? Et là, je voudrais vous montrer un cas, pour le moment, je n'ai qu'un seul cas, où j'utilise la technique qu'on appelle l'orthodontic bone stretching. Cette technique, elle a été mise au point par une équipe de la faculté de chirurgie dentaire de Montpellier, une équipe qui réunit les orthodontistes et les parodontistes. Et cette équipe a mis au point une technique qui permet de déplacer les dents ankylosées. Cette équipe a écrit 2 articles. Le premier que vous voyez ici est en français. Le deuxième article est en anglais. Et si vous avez la curiosité d'aller sur Google et de taper orthodontic bone stretching ou OBS, vous pourrez même accéder à une vidéo qui est faite par le docteur Bousquet, qui est maître de conférence à la faculté de chirurgie dentaire de Montpellier, et où il décrit la technique chirurgicale qui permet de mettre en place ces dents ankylosées, essentiellement des dents maxillaires. On sait que les gamins qui ont des malpositions ont un risque beaucoup plus élevé d'avoir un traumatisme au niveau du secteur antérieur lorsque ces incisives sont fortement en avant, par exemple. Le principe chirurgical de cette technique d'orthodontic bone stretching, c'est de réaliser une blessure dans l'os avec un système de piézochirurgie ou alors un système infrasonore, comme on peut l'avoir sur certains détartreurs infrasonores, et la mise en place de scies qui vont permettre de faire une petite tranchée de 4 à 5 mm de profondeur, de moins d'1 mm de largeur, et on va faire une tranchée mésiale, une tranchée distale et éventuellement une tranchée apicale. Et ces auteurs peuvent mettre en place des dents orthodontiquement qui sont ankylosées, donc pour lesquelles le desmodonte ne permet pas de faire le déplacement orthodontique, simplement en étirant l'os, d'où le nom de stretching dans le descriptif de cette technique d'orthodontic bone stretching. Et donc voilà Dilara, elle a 16 ans, elle vient envoyée par son orthodontiste pour la mise en place de cette 23. Cette 23, elle est en situation relativement haute et donc ma stratégie, c'est d'abord une technique fermée et éventuellement, si l'orthodontiste ne peut pas mettre en place, du moins favoriser l'éruption de la dent dans la bande de gencive kératinisée existante au niveau du site où la dent aurait dû faire son éruption, éventuellement une deuxième chirurgie technique ouverte avec un lambeau déplacé apicalement. Donc nous voilà au moment de la chirurgie classique. On fait un lambeau de pleine épaisseur, on accède au compartiment osseux, on enlève l'opercule osseux qui est présent sur la face vestibulaire pour permettre le collage, bouton métallique, ligature à anneau relié à l'arc, et on referme le lambeau dans sa position initiale. Et la dent se déplace. Et quelques mois après, l'orthodontiste m'appelle un petit peu inquiet en me disant la dent, elle s'est déplacée, maintenant elle ne bouge plus. Donc, est-ce que tu peux essayer de faire quelque chose? Et donc, ayant lu les 2 articles de l'équipe de Montpellier et ayant déjà pu l'appliquer au niveau de
de dents ankylosées, d'incisives ankylosées, ben, je me suis dit, autant essayer, on verra bien comment ça se passe. Et donc, vous voyez les deux tranchées qui ont été réalisées. Ici, c'est non pas avec un appareil de piézochirurgie, mais avec un détartreur pneumatique de chez Caveau, sur lequel il y a des embouts vissés, dont la forme a été conçue pour réaliser ces tranchées dans l'os. Je n'ai pas fait d'incision, du moins de tranchée osseuse horizontale à l'apex, de crainte d'atteindre la racine, éventuellement de couper le paquet vasculo-nerveux au niveau de la canine, et je n'ai donc fait que ces deux tranchées, une mésiale, une distale, 4-5 mm de profondeur, en essayant bien sûr d'éviter aussi les structures parodontales adjacentes. Vous voyez que la tranchée vestibulaire, du moins la tranchée mésiale, n'atteint pas l'os en vestibulaire de l'incisive latérale pour ne pas compromettre cette dent. Et la nature a été généreuse, et vous voyez que cette 23 est descendue, qu'elle a fait son apparition, et qu'elle a entraîné avec elle les structures parodontales. Et voilà la photo de fin de traitement qui m'a été envoyée par l'orthodontiste. Donc si vous voulez un petit peu voir plus profondément ces techniques de chirurgie, elles sont décrites dans beaucoup d'ouvrages. Vous trouverez des livres qui ont maintenant déjà une quinzaine, une vingtaine d'années, entre autres par deux auteurs français, Abjan et Corbando. J'ai aussi écrit un petit article relativement bref dans Dental Tribune, qui a gentiment été traduit dans la version bulgare. Mais j'ai aussi écrit un article qui est en français et en anglais dans une revue française qui s'appelle International Orthodontics, qui est la revue du Collège européen d'orthodontie, qui est une société orthodontique internationale, mais dont le bureau est situé en France. Donc, je vous remercie de votre attention. J'ai essayé de faire un panorama le plus précis possible pour décrire les différentes techniques de chirurgie qui sont à vos dispositions, à votre disposition, pour mettre en place les dents incluses. Je reste maintenant à votre écoute pour toutes les questions qui auraient pu être posées. N'hésitez surtout pas à poser les questions les plus simples possibles, les plus complexes possibles. N'ayez aucune inquiétude, aucune crainte, il n'y a pas de jugement. L'objectif, c'est de vous aider dans la mesure du possible à ce que vous puissiez éventuellement, si vous avez déjà, je dirais, des attirances vers la chirurgie parodontale, que vous puissiez éventuellement réaliser ce genre d'intervention pour aider vos correspondants orthodontistes. Donc, je vous écoute, je n'ai pas de retour de son, je ne sais pas si, Oui, docteur. Votre partenaire est maintenant présente. Docteur, si vous voulez, je peux vous lire les questions Oui, pour que vous sûr. puissiez y répondre. Je veux bien, avec plaisir. Alors, donc j'en ai une première de la part de Sophia. Est-ce que la stratégie est la même chez les adultes qui ont gardé les canines de lait? Première question. Tout dépend de la position de la dent. Si elle est palatine, technique ouverte, et si elle est vestibulaire, tout dépend de la position dans le sens vertical. Mais j'aurais tendance à dire que la stratégie va être la même. Par contre, il faut bien expliquer aux patients adultes que le taux de succès de mise en place des dents incluses chez l'adulte est nettement moindre que chez l'enfant. Il y a beaucoup d'études qui l'ont montré. Il y a entre autres Adrian Baker, qui était le chef de service du département d'orthodontie à la faculté de chirurgie dentaire d'Hadassah à Jérusalem, qui a d'ailleurs écrit énormément d'articles, qui a écrit un superbe livre sur ce sujet, et qui montre dans ses études que le taux de mise en place, le taux de succès de mise en place des dents incluses chez l'adulte est fortement moindre. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas, mais il faut avertir l'adulte. Après, on a toujours le choix chez l'adulte d'extraire la canine, d'abord de la laisser en place éventuellement, d'extraire la canine et d'intégrer une solution de remplacement, soit par fermeture d'un espace, soit par mise en place d'un implant. Tout peut être envisagé. Mais chez l'adulte, il faut surtout insister sur le fait, expliquer au patient que la dent peut ne pas se déplacer. Une autre? D'accord. Très bien. Bien sûr, nous en avons plein. Allez-y. Alors, une autre.
Quelle est votre ordonnance post-opératoire suite à une chirurgie de désinclusion? Antalgique bain de bouche. C'est tout. D'accord. Et comment arrêtez-vous le saignement pour le collage du bouton aussi? Quand, quand la dent est vestibulaire, on n'a pas de problème de saignement. Il suffit de respecter les principes généraux de la chirurgie, c'est-à-dire qu'une incision ne pourra pas traverser la zone où on va agir. Donc, les incisions verticales pour les dents vestibulaires sont à distance de la dent sur laquelle on va réaliser le collage. Et à partir du moment où on a soulevé le lambeau de pleine épaisseur et qu'on a enlevé l'éventuelle cuticule osseuse sur la face vestibulaire de la canine, ça ne saigne pas. Donc, bien sûr, c'est un travail à quatre mains et le rôle de l'assistante est primordial, d'une part dans l'écartement du lambeau et d'autre part dans l'obtention d'une zone sèche, puisque, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais dans le succès d'un collage, que ce soit un collage orthodontique ou un collage à visée restauratrice, c'est l'absence d'humidité sur la surface à coller qui est aussi une des conditions. Pour ce qui est de la canine palatine, le problème est autre, mais le problème de saignement vient rarement de l'os, il vient surtout de la muqueuse palatine si on utilise la technique ouverte, c'est-à-dire la technique d'operculisation. Et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, personnellement, je fais des sutures autour de cet opercule, d'une part, et d'autre part, si ces sutures ne permettent pas de contrôler le saignement, je fais des sutures nettement en distal, des sutures avec une aiguille relativement longue qui va aller profondément au travers de la muqueuse palatine, des sutures successives qui vont être fortement serrées, avec comme objectif de serrer là aussi le paquet vasculo-nerveux et donc de stopper le saignement en serrant l'alvéole, en serrant l'artère qui descend du trou palatin postérieur. D'accord, d'accord. Une autre question encore? Bien sûr. Alors, quelle limite au dégagement osseux pour le collage? Et faut-il dégager le trajet d'éruption de la canine? Pendant très longtemps, je ne l'ai pas fait. Je le fais depuis quelques années. Je n'ai pas constaté de différence majeure entre ce qu'on appelle une alvéolectomie conductrice et l'absence de suppression de l'os sur le trajet. Voilà. Donc ça, c'est mon expérience. Aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à le faire, mais comme je vous l'ai dit, je n'ai pas constaté de différence. D'accord, d'accord. On a énormément de questions, docteur. Oui. Alors, j'essaie de faire un peu On a un de regarder un séminaire peu. pour 1 heure et demie, on a encore allez, un quart d'heure. Oui, oui, on a de quoi répondre, bien sûr. Oui. Alors, est-ce que la chirurgie pourrait être considérée comme cause de développement d'ankylose secondaire? Oui, tout à fait. J'ai dit au début de ma communication que je ne mobilisais jamais les dents. La mobilisation d'une dent incluse, elle se fait très souvent en utilisant un élévateur. Or, si l'élévateur touche ou la jonction amélocémentaire ou le sément, il y a de grandes chances que ce geste, que je considère comme inutile, entraîne une ankylose. Et donc, à ce moment-là, si la dent est ankylosée, on n'arrivera pas à la déplacer. Donc, il est sûr que lorsqu'on va lorsqu'on va faire l'ostéoplastie, il faut se limiter à l'exposition d'une partie de la couronne nécessaire et suffisante pour le collage. Et à aucun moment chercher à enlever l'os de manière trop importante, surtout avec un risque, avec l'instrument rotatif ou avec des instruments de piezo, de toucher ou la jonction émail-sément ou la surface du sément. Ça entraînerait une blessure sémentaire qui aurait pour conséquence l'ankylose définitive. D'accord. Alors, ensuite, pourquoi ne pas faire l'extraction des DDS avec la technique de Chiles? Ah, l'extraction des dents de sagesse? Oui, je suppose, oui. Je ne l'ai jamais fait, oui. mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Disons qu'on va dire que Oui, une indication, ça serait l'extraction des dents de sagesse mandibulaires lorsqu'elles sont vraiment
très très proche du canal dentaire mandibulaire, mais il y a des techniques qui permettent de faire une coronectomie relativement généreuse, où on enlève toute la couronne et éventuellement une partie de la racine, et qu'on referme, et on constate dans pas mal de situations que les résidus radiculaires qu'on a pu laisser dans un deuxième temps vont migrer et on peut aller les cueillir. Mais bon, pourquoi pas? Mais j'ai aucune expérience, je n'ai jamais fait cette technique pour l'extraction de dents de sagesse en tout cas. Ça marche. Et après, Mélanie qui demande, faites-vous des ostéotomies pour dégager le trajet osseux des dents profondément incluses? Ben, c'est ce que j'ai déjà répondu à cette question il y a quelques Ah, instants. pas. Alvéolectomie direct, alvéolectomie sur l'axe sur le trajet de la dent au moment de la traction. J'ai tendance à le faire un petit peu plus souvent, récemment, alors qu'avant je ne le faisais pas. D'accord. Et ensuite, comment arrêtez-vous le saignement pour coller le bouton métallique? J'ai déjà répondu à cette Ah, question il y a encore? quelques instants. Oui, oui. D'accord. Alors, euh, ensuite, peut-on préférer des adhésifs auto-mordants? Oui, pourquoi pas? Peu importe. Peu importe. Ce qu'il faut, c'est respecter le protocole de collage. C'est essentiellement ça. Bon, personnellement, j'utilise le même produit depuis plus de 15 ans. Comme j'ai été associé avec un orthodontiste il y a pas mal d'années, j'ai vu qu'il utilisait une marque de colle, peu importe laquelle, et je continue à utiliser celle-ci. J'ai un protocole qui fonctionne. Je n'en change pas. Je me souviens, il y a quelques années, qu'on nous a proposé de coller des attaches orthodontiques avec des verres ionomères. J'ai eu tellement de catastrophes que j'ai arrêté au bout de quelques mois parce que tout se décollait. D'accord. Et après, j'ai le docteur Ferial qui demande si on peut coller en milieu humide avec du Fujipoudre et liquide. Je n'ai aucune expérience avec ce système de collage, donc je n'ai pas de réponse. Très bien. Très bien, très bien. Après, tentez-vous de faire des tractions de dents incluses en présence de coups durs apicales? Oui, oui, oui. Et elles peuvent se déplacer. Je n'en ai pas montré ici, mais je me souviens, au moment de mon assistanat, j'avais des vacations communes avec Alain Lautroux, qui était professeur d'orthodontie à Paris 5, Mhm. et il m'avait demandé de réaliser l'exposition chirurgicale d'une 21 qui était horizontale, incluse. Le gamin avait eu un choc dans l'enfance et la racine vestibulaire, la racine était avec une coudure vestibulaire et la dent s'est déplacée. Donc c'est D'accord. pas, la coudure n'est pas un obstacle proprement dit. Très bien. Très bien, très bien. Et ensuite, que pensez-vous des implants transcanins en deuxième, voire première intention de Alicia Cohen? Oui, oui, je connais cette technique. Je n'ai aucune expérience. Je sais qu'il y a des articles. Je sais que cette technique, elle a été développée par un praticien français. Mhm. Il y a quelques rapports de cas. On considère aujourd'hui que cette technique n'est pas, comme on a tendance à le dire souvent, evidence-based, elle n'est pas fondée sur des preuves. Il ne s'agit que de cas cliniques. Et dans la pyramide de la dentisterie fondée sur les preuves, les cas cliniques arrivent certes au-dessus des études in vitro ou des études animales, mais pour le moment, il n'y a pas de validation scientifique. Donc ce sont des anecdotes, des rapports de cas. J'ai aucune expérience sur cette technique-là. D'accord. D'accord. Et après, quels ouvrages recommanderiez-vous pour récapituler les techniques de dégagement de dents incluses? Allez sur Google et mettez Corbando avec un K, Corbando et Guillaumard. Ils ont écrit au moins 3 ou 4 livres en français, certains chez Quintessence, euh, d'autres à la maison d'édition qui fait aussi le journal de parodontologie et d'implantologie orale en français. J'ai cité tout à l'heure le nom d'Adrian Baker qui est à la retraite maintenant. Il a un site internet, pareil, hein, sur Google, Adrian Baker.
Alors, je crois qu'il l'alimente un petit peu moins, mais pendant des années, il alimentait son site Internet avec un cas par mois de multiples situations de dents ankylosées. Donc, il y a suffisamment de littérature en français, et Adrian Baker, c'est en anglais. Il a écrit aussi un gros bouquin, mais qui n'existe qu'en anglais, qui n'est pas traduit en français. Très bien, très bien, très bien. Alors, ensuite, je suis au tout début de la rédaction d'un livre qui devrait sortir certainement pas avant 2 ans sur ce sujet. Mais il y a déjà plein de choses dans la littérature. Très bien. D'accord. Alors ensuite, une question un peu plus longue. La technique fermée a l'inconvénient d'engendrer beaucoup d'inconfort lors des séances de traction. Est-ce que vous avez des suggestions pour gérer les douleurs provoquées lors des activations? Non, je n'ai pas de proposition miracle. Peut-être, mais je dis ça comme ça, peut-être appliquer un gel anesthésiant au niveau local, au moment de la traction, puisque ce que j'imagine, c'est la traversée de la ligature au travers des tissus mous qui doit être un petit peu douloureuse. Or, nous avons aujourd'hui à nos dispositions des gels qu'on peut appliquer au niveau de la muqueuse avec un écouvillon, un coton-tige, et qui sont d'une action relativement rapide pour permettre de gérer au moment de la traction ces sensibilités. D'accord, alors après j'en ai d'autres. À partir de quel âge commencez-vous les tractions canines chez l'enfant? Alors, il me sera assez difficile de répondre à cette question parce que je ne suis pas orthodontiste. Dans tous les cas que je vous ai montrés, je ne suis qu'un acteur qui aide l'orthodontiste à mettre en place la dent sur l'arcade. Et donc, c'est l'orthodontiste qui décide du moment auquel l'acte chirurgical va être réalisé. Donc, je ne peux pas vous donner de réponse précise. Très bien, docteur. Et ensuite, peut-on, avant le cone BIM, juste avant une paro, dire si la dent est incluse en vestibulaire ou en palatine? Ah bah oui, bien sûr. Si la palpation ne permet pas de préciser la position de la canine incluse, aujourd'hui, le cone BIM est l'examen de référence, d'une part avec les coupes 2D, mais aussi avec les reconstructions 3D, parce que ça va permettre de préciser exactement la position de la couronne par rapport aux dents adjacentes. Et donc de savoir si le geste chirurgical doit être vestibulaire ou palatin. D'accord. Et ensuite, pourriez-vous repréciser l'intérêt de suturer lors de l'operculisation au niveau palatin, s'il vous plaît? Je me suis inspiré de cette technique de suture autour de l'opercule par notre confrère Zetoun qui a co-signé l'article que j'ai cité un petit peu au début de ma communication. Lorsque sur le tableau, on voit la comparaison avec la technique ouverte et la technique fermée, il a mis plusieurs vidéos, il y en avait certaines qui étaient sur le site Dental Espace, et il utilisait cette technique de surjet autour de l'opercule. J'ai trouvé que c'était une proposition très intelligente, et pour moi, j'y vois 2 intérêts. D'une part, de ralentir la migration des tissus mous par-dessus la zone exposée, puisque l'objectif, c'est que cette zone reste exposée pour que la dent reprenne son éruption et fasse son apparition. Et d'autre part, si on a un petit saignement, de pouvoir, avec ces sutures, gérer aussi ce petit saignement et atteindre l'hémostase. D'accord. D'accord. Après, encore une question alors, docteur. Oui. Alors, dans les cas de chirurgie fermée, il faut toujours faire la seconde chirurgie, la deuxième chirurgie. À quel moment doit l'orthodontiste vous envoyer le patient pour la deuxième chirurgie? Alors, j'imagine que la question concerne les canines vestibulaires. Il faut surtout éviter que la couronne de la dent fasse son apparition dans la muqueuse alvéolaire. Donc, à chaque séance d'activation, l'orthodontiste ne doit pas hésiter à palper pour sentir la couronne. Il faut qu'il sache exactement où est la couronne. Et au fur et à mesure de la descente de la dent, à partir du moment où la couronne est suffisamment basse, et toujours, j'insiste parce que c'est très important,
avant que la dent fasse son apparition dans la muqueuse. À ce moment-là, on fait la deuxième intervention, lambeau déplacé apicalement, pour recréer la bande de gencive. D'accord. Et concernant la technique de Chiles, comment placez-vous le vis cortical dans la branche montante? Une incision, un décolleur, on accède à la surface de l'os. Et puis ces mini-vis sont un tournevis adapté et sont solidaires du tournevis. Donc, elles sont auto-tarodantes. Donc, on les visse, on les met en place et elles vont à travers d'une boucle qui a été réalisée dans le fil métallique qui va permettre la traction. Une infiltration anesthésie, un petit décollement pour accéder à la surface de l'os. On visse. Et il n'est pas toujours nécessaire de faire des sutures, puisque l'incision est relativement faible. Elle peut faire 1,5 cm, 2 cm maximum. D'accord. Et ensuite, on a le docteur Moulium. En cas d'impossibilité de réaliser un cone beam, comment déterminer la position palatine ou vestibulaire de la dent si la palpation ne le détermine pas? Eh bien, je vais utiliser mes 10 années d'omnipratique. Je me souviens que pour déterminer où est le canal palatin et où est le canal vestibulaire sur une prémolaire maxillaire, on fait 2 incidences radiographiques avec une incidence qui est décalée soit en vestibulaire, soit en mésial, soit en distal. Oui. Donc, j'imagine qu'avec une radiographie rétro-alvéolaire, avec 2 radiographies rétro-alvéolaires, une centrée sur la canine et une déplacée en mésial ou en distal, on doit peut-être pouvoir déterminer la position d'une canine. Je pense que c'est plus facile lorsque la canine est basse. Lorsque la canine est haute, c'est peut-être plus difficile. À ce moment-là, il faut voir si un radiologue maîtrise les techniques d'incidence mordue, c'est-à-dire qu'on utilise un film de grande surface et qu'on va insérer ce film entre les 2 arcades, d'où le nom de mordu, avec la face qui va recevoir les rayons X, bien sûr, dirigée vers le maxillaire supérieur. Et le cône de l'appareil radio est situé à peu près, on va dire, sur le sommet du crâne, un petit peu plus sur la partie antérieure, pour avoir une image radiographique où on va voir d'une part l'arcade dentaire et d'autre part la position de la canine par rapport à cette arcade, soit en vestibulaire, soit en lingual. Imaginez que c'est la même vue que lorsque vous faites une photo de l'arcade maxillaire où on voit les faces occlusales et le palais, sauf qu'ici, ce n'est pas un appareil photo, mais une radiographie. D'accord. D'accord. Alors pour moi, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que d'autres questions? Il y a mon adresse email figurée sur la quasi-totalité des diapos, donc elle est à la disposition des consoeurs et confrères, et s'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas. Je suis à leur entière disposition. Je pense qu'on va clore ce séminaire. Je voulais encore remercier OrthoPartner pour l'organisation, Charlie Elkoubi et toute son équipe, l'efficacité, la prise de décision. Et puis, je vous donne rendez-vous soit à l'occasion d'autres webinars. Il y en a un autre qui sera bientôt réalisé sur le groupe Facebook PIER et 2 autres, mais qui sont en langue anglaise, soit pour Alpha Omega International, soit pour un groupe d'orthodontistes britanniques. Passez une bonne journée. On est tous merci beaucoup, dans l'attente du déconfinement. Encore merci à toute l'équipe d'OrthoPartner. Merci à vous. Merci à tous les participants. Vous étiez très nombreux encore. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir.